Bonjour à tous et bienvenue dans la tour de commandement, votre source d'information pour le format Commander de Magic. Je suis Irony, mais je serai votre commandant durant toute cette vidéo. Alors avant toute chose, avant même de commencer le thème de la vidéo, je tenais à vous présenter mes excuses parce qu'il y a eu un petit trou dans la programmation des vidéos avant le deck Kestia, donc entre l'épisode 6 et l'épisode 7 de la tour de commandement. Bon voilà, planning un peu chargé, du coup on a eu quelques semaines à vide. Mais bon, maintenant on est reparti avec un sujet d'actualité cette semaine, et on va parler du standard. Oui, vous avez bien entendu, on va parler du standard, mais plutôt de comment est-ce que le standard aide le commandeur, avec une période bien précise de l'année Magic, c'est tout simplement celle dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire la fin du mois de septembre de manière générale. Pourquoi ? Eh bien c'est ça très simplement parce qu'il y a la rotation dans le standard. Pour ceux qui ne connaissent pas le standard, j'explique rapidement ce que c'est. Le standard, c'est un format de jeu en fait qui est constitué des 2 dernières années de Magic au grand maximum sur les éditions classiques, c'est-à-dire toutes les éditions qui sortent, sur lesquelles généralement vous avez des drafts, les PPTQ qui sont faits, les Pro Tours, etc. Donc là, actuellement, par exemple, la dernière édition standard qui est sortie, c'est celle de M19. Mais par exemple, l'édition qui était sortie juste avant, Battle Bond, c'était une édition spéciale faite pour le draft et le scellé de manière générale. Donc du coup, voilà, là c'était vraiment une édition spéciale qui du coup ne rentrait pas dans le standard, en plus uniquement en anglais, vous vous doutez bien. Donc voilà, ce sont les éditions comme ça qui tournent durant toute l'année et qui sont du coup les bases du standard. Mais justement, parce que le standard est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est pas chaque fois qu'il y a une nouvelle édition qui sort, il y a une ancienne édition qui sort, chaque fois qu'il y a une nouvelle édition qui rentre dans le standard, ça n'est pas une ancienne édition qui va sortir, c'est-à-dire qu'on fait un nettoyage tous les ans au mois de septembre. Là par exemple actuellement on a le maximum d'éditions qu'on puisse avoir, donc les éditions Kaladesh, Révolte Éthérique, Amonkhet, L'Âge de la Destruction, Ixalan, les combattants d'Ixalan, Dominaria et M19, ce qui veut dire 8 éditions actuellement. Mais justement, étant donné qu'on a les guildes de Ravnica qui vont sortir prochainement, d'ailleurs ce sera certainement le prochain intitulé de l'épisode suivant, et bien justement, on va avoir du coup une nouvelle édition, donc la 9ème, mais ce n'est pas possible, donc du coup on enlève en fait les 4 premières de la liste, c'est-à-dire la Kaladesh, Révolte Éthérique, Amonkhet et L'Âge de la Destruction. Donc ce sont justement ces éditions-là sur lesquelles on va s'intéresser aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser justement à ces éditions-là ? Eh bien très simplement parce que le standard définit également la cote des cartes, étant donné que c'est un des formats les plus joués actuellement dans Magic. Vous n'êtes pas obligé d'y jouer, hein. Là on est là pour parler du Commander quand même à la base, mais c'est un format très populaire et du coup qui est beaucoup joué et du coup qui définit le coût de pas mal de cartes récentes. Ce qui fait que certaines cartes récentes qui sont très jouées en standard, mais pas forcément dans d'autres formats, vont avoir un prix assez élevé et donc seront difficiles à se procurer à bas prix. Donc là encore une fois on pense à ceux qui évitent de faire trop de dépenses dans Magic. Mais au moment où ces cartes-là vont sortir du standard, donc elles prennent la rotation dans la face, donc comme actuellement, elles vont commencer à chuter quelques semaines avant la sortie de l'édition qui va du coup les faire sortir du standard. Donc là, aujourd'hui, ce dont j'aimerais parler avec vous, en fait, ce sont ces cartes. Aux États-Unis, il y en a certains qui les appellent les Rotatos. Donc les cartes, c'est un dérivé de Potatoes. Ce sont les Rotatos, celles qui sortent à la rotation. Et justement, ces cartes-là, eh bien, il y a quand même pas mal de joueurs, certainement dans votre boutique, qui, si jamais ils ne jouent pas au commandeur, vont avoir tendance à s'en débarrasser. Soit en les vendant directement via Magic Card Market, dont j'ai déjà parlé, qui est quand même pratique parce que c'est aussi de la vente entre particuliers, un gros avantage qu'on a en Europe comparé aux États-Unis. Mais aussi de l'autre côté, vous allez pouvoir éventuellement récupérer Commune et Unco, notamment durant l'Open House, c'est-à-dire justement ce week-end. J'espère que vous aurez regardé la vidéo avant, ça vous fera gagner du temps et ça vous donnera une occasion justement de demander s'il n'y a pas des personnes qui se débarrassent de leurs cartes de Kaladesh, de Révolte Éthérique, Amonkhet et L'Âge de la Destruction. Alors, on va aborder chacune des éditions, je vais aborder chacune des cartes qui me semblent intéressantes. Alors pas forcément des cartes qui ont été beaucoup jouées en standard, peut-être même certaines qui n'ont pas été du tout jouées, mais étant donné que ce sont des cartes qui vont sortir, enfin des éditions qui vont sortir du standard, ça va être encore plus difficile de trouver ensuite des exemplaires qui vont traîner par-ci par-là. Là actuellement ça va être la période où on va brader les cartes pendant, à peu près 6 mois au grand maximum, les prix vont chuter, peut-être un petit peu augmenter, etc. pour certaines cartes, et ensuite du coup on va avoir cette pénurie on va dire de cartes qui vont parfois être jetées à la poubelle, voilà, ça peut être tout simplement ça, ou alors ça va s'accumuler dans un coin et les gens ne vont pas forcément penser à les ressortir pour les échanger. Alors bien sûr je ne vais pas mettre les prix des différentes cartes pour une raison très précise, c'est que justement là on est en train de parler de cartes qui risquent de changer de prix,
de préférence vers le bas. Je vais aussi faire attention à ce que les cartes en question ne soient pas jouées dans d'autres formats. C'est-à-dire que il y a quand même 2 autres formats qui définissent plus ou moins les prix également des cartes, enfin il y en a 3 techniquement. Il y a le Vintage et le Legacy que je mets ensemble, qui sont des formats Eternal, qui jouent aussi toutes les cartes de Magic. Mais bon, cela c'est très difficile d'avoir des cartes qui rentrent dans ces formats-là, mais il y en a quand même eu dans ces éditions-là. Et évidemment l'autre c'est le Moderne, donc un format un petit peu plus récent, et qui lui, il a quand même absorbé pas mal de cartes, donc du coup je ne vais pas parler de ces cartes-là qui vont être trop chères, ou alors je vais vous en parler rapidement pour justement vous dire attention, ces cartes-là, vous n'allez pas les voir baisser, ou alors très très peu. Je tiens à préciser une dernière chose, alors c'est pas concernant le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de manière générale, parce que j'ai eu énormément de retours, des commentaires, que ce soit directement sur YouTube, sur Facebook, des réponses à mes tweets, concernant des questions qu'on me posait, et j'avais justement une idée, puisque je ne vous en ai jamais parlé, c'est tout simplement d'utiliser notre adresse mail officielle, donc tourdecommandement@gmail.com, tout simplement pour venir nous poser des questions en particulier, si jamais vous avez un deck dont vous voulez un retour, sur lequel vous voulez un retour, que ça soit juste, voilà, si c'est un petit retour comme ça, ou alors vous avez un commandant, vous voulez éventuellement builder un deck autour, vous n'avez pas trop d'idées, vous balancez des idées de cartes, et à la limite, je ferai peut-être une vidéo dessus, alors je sais pas comment je vais l'appeler, Deck Doctor, ou alors je vous donnerai directement des informations via le retour de mail, hein. J'essaierai de répondre à tous vos mails si possible, mais en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir ces questions-là, j'y ai répondu directement sur les commentaires, mais c'est vrai que si jamais d'autres ont des questions par rapport à tel ou tel deck, tel ou tel commandant, les aspects du commandeur que vous voulez que j'aborde plus particulièrement, n'hésitez pas à faire des suggestions, alors les suggestions vous pouvez également les faire par commentaire, hein, je les lirai quand même, vous inquiétez pas, mais c'est juste voilà, si vous avez quelque chose de plus complet, de plus fourni à me poser, n'hésitez pas à le faire via cette adresse mail, voilà. Bon, on va passer à la liste maintenant, je ne lirai pas toutes les cartes en intégralité, pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup, je vais aborder chacune des éditions là en une seule vidéo, c'est très long, c'est la 2e fois que je tourne cette vidéo en fait pour vous dire, et la première fois elle a duré extrêmement longtemps, ça a duré 1h30, donc on va y aller très très rapidement. On commence avec la première édition du coup qui va sortir, c'est Kaladesh, qui est sorti en septembre 2016. Vous avez pas mal de bonnes cartes dans cette édition, on va commencer avec les cartes blanches, on a l'autorité des consuls, un enchantement blanc, qui fait que les créatures de vos adversaires arrivent sur le champ de bataille engagé et vous font gagner un point de vie en plus à chaque fois. Donc intéressant, on a du contrôle, on a un gain de points de vie, c'est vraiment intéressant. Alors on a un cycle qui va être présent dans cette liste, c'est celui des carcasses mécaniques, là celle-ci c'est la blanche qui coûte 5, et en fait qui va faire une sorte de race board en permettant à chaque joueur de sélectionner quelques éléments qui va sauver, donc un artefact, une créature, un enchantement, un planeswalker. Donc c'est vraiment intéressant puisque du coup c'est une sorte de board wipe maîtrisé. Ça vous permet à vous de garder les meilleures cartes si possible, surtout si vous êtes déjà un petit peu dans la merde, on va quand même l'avouer. Donc bon, c'est assez intéressant comme carte, sans être non plus un spoiler de l'absolu, ça reste quand même une carte intéressante. Ensuite on a justement un bon rasboard aussi, c'est la fumigation, qui a été beaucoup joué en standard, qui va certainement chuter un petit peu. Donc un rituel pour 5 en fait qui détruit toutes les créatures, mais qui vous fait gagner en plus un point de vie pour chaque créature détruite de cette manière. Donc voilà, c'est pour un mana de plus que Colère des Dieux, c'est la même chose, sauf que bon, là elles peuvent se régénérer, et en plus vous gagnez des points de vie, donc c'est assez intéressant. On a quelques cartes bleues intéressantes dans Kaladesh, on a la volonté insidieuse, un éphémère en fait avec plusieurs effets différents, on a le contre-quart d'un sort, le changement de cible d'un sort, et le copier un éphémère ou un rituel pour avec de nouvelles cibles, donc du coup, vraiment intéressant, toujours cet aspect-là qui est très intéressant en commandeur et qu'on apprécie beaucoup, c'est le fait qu'une carte soit très flexible. Donc là, on a vraiment 3 options qui, évidemment, jouent sur un sort qui est casté, mais donc du coup, on est quand même sur du réactif, mais derrière, on a quand même plusieurs options pour, voilà, pour savoir comment est-ce qu'on va un petit peu gérer la situation. Un de mes enchantements aussi préférés de cette édition de Kaladesh, c'est les invocations métallurgiques, qui fait en fait des petits artefacts pour chaque sort d'éphémère rituel que vous jouez, en fonction de leur coût de mana, donc ce sont des XX, X étant le coût converti de mana du rituel ou de l'éphémère que vous avez lancé. Et en plus vous avez une deuxième capacité qui est aussi très intéressante, pour 5 vous pouvez l'exiler en fait pour envoyer tous les éphémères rituels de votre cimetière dans votre main, seulement si vous contrôlez 6 artefacts, donc bon, c'est assez faisable en commandeur avec les cailloux et puis également avec les invocations, enfin les petites constructions que vous allez créer avec cet enchantement, très intéressant. Alors il n'y a pas d'hymne dont j'avais déjà parlé dans la vidéo de Saeli,
C'est tout simplement une bonne protection pour les artefacts, puisque c'est une créature légendaire qui donne la défense talismanique à vos artefacts et qui vous fait piocher si vous avez celui qui a le coût le plus élevé au début du tour. Vraiment très intéressant, donc voilà, je ne peux que vous conseiller de mettre la main dessus. Évidemment, on parle de l'autre carcasse, la carcasse bleue, peut-être maintenant un peu moins intéressante que ce qu'elle était en standard, puisqu'elle en fait elle a le flash et elle vous permet de rejouer quand elle arrive sur le champ de bataille une carte d'éphémère gratuitement depuis votre cimetière. Donc c'est vraiment intéressant parce que du coup ça donne un flashback, c'est un flashback automatique sur l'un de vos éphémères. Mais derrière, c'est vrai que ça serait peut-être un peu moins intéressant que ce que vous aviez vu en standard, puisqu'il y avait quand même pas mal de decks contrôle qui jouaient autour. Mais vous avez quand même un gros body derrière aussi, c'est une 5-6, donc c'est assez intéressant. Et puis en flash, ça vaut toujours le coup. En noir, on avait quelques cartes de boui-boui et de contrôle un petit peu. On a tout d'abord Gonti, Seigneur de l'Opulence, qui est une créature légendaire, et en fait qui va piquer l'une des 4 premières cartes du deck de votre adversaire, et vous pourrez la jouer tant qu'elle est exilée, donc voilà, vous la laissez de côté, et puis vous pouvez la jouer avec n'importe quelle couleur de mana, vraiment intéressant. J'ai vu les decks Commander tourner autour, c'est assez fun, parce que du coup, on sait jamais ce qui y arrive, et puis du coup, ça punit un petit peu les adversaires pour être un petit peu trop greedy, et avoir des trop gros spells, etc. Donc ça peut vraiment les mettre dans la merde aussi, juste parce que la personne avait joué des trop grosses cartes. Une petite carte de combo, c'est la maîtresse des marionnettes, qui coûte 6, c'est une créature en fait qui a la fabrication 3, c'est une 1-3 à la base, donc du coup elle peut être 4-6, ou alors avoir 3 cerveaux à côté, mais les cerveaux s'en fichent, il faut vraiment qu'elle soit 4-6, parce qu'en fait à chaque fois que vous avez un artefact sous votre contrôle qui est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, l'adversaire ciblé va perdre autant de points de vie que la force de la maîtresse des marionnettes. Donc il y a vraiment moyen de jouer autour de cette synergie du sacrifice des artefacts, mine de rien, qui est assez jouable en commandeur. Ensuite, du coup, la carcasse mécanique noire, qui elle a la menace, mais surtout en fait, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle détruit une autre créature ciblée, vous gagnez un nombre de points de vie équivalent à son endurance. Donc voilà, un bon anti-bête sur une bête qui a quand même une capacité d'évasion assez intéressante. Bon, pas non plus imbloquable, mais c'est déjà très intéressant. Le trafiquant du syndicat, lui aussi, vis-à-vis du sacrifice d'artefact, est pas mal non plus. C'est une créature en fait qui vous fait sacrifier un artefact en payant 1 en plus pour mettre un marqueur +1/+1 sur lui et lui donner l'indestructible. Donc vraiment intéressant, il se protège, il se booste au fur et à mesure. Si vous avez du coup des synergies avec le cimetière et les artefacts, il y a vraiment moyen qu'il soit intéressant pour votre deck. Alors cette carte là je me suis senti obligé de la mettre, même si je sais pas si elle va beaucoup diminuer en prix, c'est Chandra, Torche de la Défiance, donc le Planeswalker rouge qui coûte 4, et en fait qui a 1+1 pour vous permettre de lancer un sort depuis le dessus de votre bibliothèque en fait, sinon on vous inflige 2 blessures à chaque adversaire. Un autre +1 pour faire 2 mana rouge, un -3 qui permet d'infliger 4 blessures à une créature, et un -7 qui donne un emblème qui inflige 5 blessures à chaque fois que vous lancez un sort, tout simplement. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est flexible, justement le fait d'avoir 4 capacités, c'est toujours pareil, hein. Mais écoutez, voilà, je la laisse quand même dans la liste, au cas où il y aurait une baisse de prix, je pense qu'il faudra en profiter à ce moment-là, puisque bon, elle a quand même de la cote. Ensuite, Pianalar, qui a été pas mal joué en standard aussi, donc aussi une créature légendaire, hein, qui en fait coûte 3 et qui arrive avec un mécanoptère sur le champ de bataille. Et ce qui m'intéresse en fait sur sa capacité, parce qu'elle a une capacité qui permet de booster une créature artefact en lui donnant un +1/+0, mais ce qui m'intéresse c'est l'autre capacité qui permet de sacrifier un artefact et de payer 1 pour que la créature ciblée ne puisse pas être bloquée. Étant donné qu'en mono rouge, on a Dareti qui est possible en commandant et que lui aussi joue autour du sacrifice d'artefacts, ça peut vraiment être intéressant justement d'avoir cette synergie là avec boum, je sacrifie des artefacts avec Pianalar plutôt qu'avec Dareti, je les fais revenir ensuite avec telle ou telle carte, donc ça peut être vraiment intéressant. En vert, j'ai pas beaucoup de cartes, j'ai Nissa, oui, on parle de Planeswalker quand même, Nissa Force Vitale qui coûte 5, qui vous permet de dégager un terrain et de le transformer en 5-5 jusqu'à votre prochain tour, donc très bon moyen de défense, c'est le +1 quand même. Un -3 qui renvoie une carte de permanence depuis votre cimetière dans votre main, c'est intéressant aussi, et un -6 qui vous fait piocher à chaque fois que vous jouez un terrain, donc très intéressant. La deuxième, je pense qu'on l'attendait un petit peu moins, c'est pas une carte qui a été chère à un moment ou à un autre, c'est Ovia Pachiri, donc qui coûte 1 mana vert, c'est une 1-2, et en fait elle a 2 capacités, une pour 3 en s'engageant qui vous fait créer un cerveau 1-1, et une pour 5 en s'engageant qui vous fait créer une construction XX, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez au moment où vous activez la capacité, donc c'est vraiment intéressant pour les decks jetons, je vous le conseille. Finalement il y a pas mal de cartes d'ailleurs pour le deck jetons qui ont été sorties dans ces éditions là, je m'en suis rendu compte en faisant la liste, donc vous verrez pour la suite.
Dans les cartes multicolores, on va commencer tout simplement par les quelques commandants que j'ai à vous conseiller. Tout simplement Depala, archétype de pilote, qui est en fait un tribal véhicule qui donne +1/+1 aux autres nains et aux véhicules qui sont des créatures. Donc vraiment intéressant, elle a une mécanique en plus qui vous permet plus ou moins de piocher quand elle est engagée, donc du coup c'est l'intérêt de pouvoir piloter également avec Depala et de pouvoir payer derrière pour piocher des véhicules et des nains. J'ai vu un deck Constru Tour qui était vraiment pas mal, donc écoutez, là par contre je vous ai pas conseillé tous les véhicules dans ces éditions là, puisque il y en a pas mal, et surtout en dehors du deck véhicule ils seront pas forcément intéressants, voilà, ça je tiens à vous prévenir tout de suite. Ensuite, on a Kambal, consul de l'attribution, qui coûte 3, il est en blanc-noir celui-ci. Et en fait, à chaque fois qu'un adversaire lance un sort de non-créature, ce joueur perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement chiant. Je l'ai vu contre moi, et honnêtement, ça fait vraiment le boulot très très vite. Parce qu'il suffit que, un adversaire veut lancer un sort de non-créature, il lance un sort de non-créature, et puis d'accord, il va perdre 2 points de vie, c'est pas grave, l'autre, vous allez gagner 2 points de vie, et puis un autre adversaire fait pareil, et un autre adversaire fait pareil. Et là vous avez déjà gagné plusieurs points de vie, pas mal de points de vie, alors que les autres ont perdu seulement 2, donc c'est pas mal. Vraiment intéressant pour contrôler un petit peu le board. Ensuite, ma préférée, c'est Rashmi, façonneuse des éternités, qui est en bleu-vert celle-ci, et en fait qui va faire au début de... Pardon, pas au début. À chaque fois que vous lancez votre premier sort à chaque tour, vous allez en fait révéler la carte dessus de votre bibliothèque. Et si c'est une carte non terrain avec un coût converti de mana inférieur à celui de ce sort, vous pouvez le lancer gratuitement. Si c'est pas le cas, vous le mettez dans votre main. Donc du coup, si c'est une carte de terrain, si c'est une carte qui coûte plus cher, du coup vous le mettez dans la main. L'avantage, c'est qu'il y a énormément de contrôle en fait du dessus de la bibliothèque qui est possible. On a pas mal de cartes qui le permettent, en artefact, en bleu, en vert aussi, mine de rien. Donc c'est vraiment des cartes qui sont intéressantes pour pouvoir être jouées dans ce deck et contrôler un petit peu ce qui va arriver. Surtout qu'en plus, on essaie de jouer aussi pendant le tour des adversaires, puisque ça fonctionne aussi au premier sort de chaque tour, ceux des adversaires aussi, quoi. Passons aux autres cartes multicolores, on a le Balron de la contrebande. Alors lui, il paye pas de mine, il coûte un bleu et un noir. Et en fait, c'est tout simplement une créature qui va faire qu'à chaque fois que un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous faites un regard 1. Ça paye pas de mine, parce que c'est juste un regard 1. Après, c'est une 1-4 quand même, il a beaucoup d'endurance, il bloque bien. Et de l'autre côté, le fait d'avoir un regard 1 sur un deck qui va quand même jouer au niveau du contrôle et des artefacts, donc en blanc, bleu, noir, généralement en espère, ça va être intéressant. Voilà, on a quand même un contrôle dessus de la bibliothèque, c'est toujours bien, donc moi je vous le conseille, il coûte pas cher, donc voilà. J'ai mis Saïli Rai, oui, la Saïli originale, donc qui coûtait 3, avec un +1 en regard 1, inflige une blessure à chaque adversaire, un -2 qui crée un jeton de créature ou d'artefact, qui est également un artefact, et qui est exilé à la fin du tour, et un -7 qui va chercher 3 artefacts dans votre bibliothèque et les mettre sur le champ de bataille, intéressant. Une carte qui a été beaucoup jouée en standard, que j'ai reprise ici, c'est la désintégration illicite, tout simplement parce que c'est un très bon anti-bet, mine de rien. Pour 3 en noir-rouge, on se retrouve avec un éphémère qui détruit une créature, et en plus, si vous contrôlez un artefact, inflige 3 blessures au contrôleur de la créature. Généralement, même si on dit pas que vous jouez un deck autour des artefacts, vous allez quand même avoir quelques cailloux dans le deck. Voilà, tous ces artefacts qui génèrent du mana, surtout en noir-rouge, vous allez en avoir pas mal, puisque c'est aussi un moyen de gagner du mana plus rapidement. Alors j'ai quelques artefacts pour vous, pas mal des artefacts classiques et des artefacts à combo. On a notamment le réservoir de flux éthérique qui coûte 4 et en fait qui va vous faire gagner 1 point de vie à chaque fois que vous lancez un sort en fonction du nombre de sorts qui ont déjà été lancés ce tour-ci. C'est-à-dire quand c'est le premier sort que vous lancez, vous gagnez 1, quand c'est le deuxième vous en gagnez 2, quand c'est le troisième vous en gagnez 3, etc. etc. Et derrière vous avez payé 50 points de vie, le réservoir de flux éthérique inflige 50 blessures à une cible, créature ou joueur. Donc là l'intérêt c'est de pouvoir tuer un joueur, mais bon, le problème c'est que vous perdez aussi des points de vie pour utiliser cette capacité-là. Donc bon. Mais moyen de comboter avec au niveau du réservoir, je vous laisse aller chercher tout ça. J'ai gardé 2 cartes classiques, le chef de la fonderie qui donne +1/+1 aux autres créatures artefacts que vous contrôlez, plus l'inspecteur de la fonderie qui lui réduit le coût de vos artefacts de 1, voilà un classique. J'ai un véhicule pour vous, c'est la caravane de cultivateur pour 3 qui fait un mana de la couleur de votre choix. Voilà. Mais en plus derrière qui a un pilotage 3 et qui devient 5-5. C'est une bonne capacité tout simplement parce que des cailloux pour 3 qui font du mana de n'importe quelle couleur, c'est tout à fait générique. C'est-à-dire c'est généralement ce qu'on a à payer pour avoir cette capacité là. Et en plus la capacité de pilotage derrière qui est assez flexible, c'est très intéressant.
Ensuite, on a le familier de filigrane dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo de Saeli. Le deck tech, c'est tout simplement un mini simulacre solennel, c'est-à-dire quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 points de vie, et quand il meurt, vous piochez une carte, contrairement au simulacre qui coûte 1 mana de plus, qui va vous faire chercher un terrain quand il arrive sur le champ de bataille. Voilà, c'est la seule différence, mais pourquoi pas, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de carte. Alors ensuite on a le Panharmonicus, alors une de mes cartes préférées notamment parce que en fait elle est jouable dans beaucoup de decks mine de rien. Elle coûte 4, c'est un artefact qui fait que si jamais il y a l'arrivée sur le champ de bataille d'un artefact ou d'une créature qui provoque le déclenchement d'une capacité, d'un permanent que vous contrôlez, elle se déclenche une fois de plus. C'est-à-dire il y a une créature qui arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire, par exemple, tiens vous avez, ah oui je vais le reprendre, l'autorité des consuls sur le champ de bataille. L'autorité des consuls dit que vous gagnez un point de vie. S'il y a une créature qui arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire, et bien là vous en gagnez 2 puisqu'elle se déclenche 2 fois. Voilà. Tout simplement. Et ça vaut également pour vos propres créatures. S'il y a une créature qui dit quand elle arrive sur le champ de bataille, piochez 2 cartes, voilà, et bien tout simplement vous allez piocher 2 fois 2 cartes puisque c'est un déclenchement de capacité. Très bonne carte, des combos, des synergies assez énormes. Donc vraiment, moi je vous conseille d'en mettre quelques-unes de côté. Ensuite, pour le dernier artefact, et aussi le dernier véhicule, c'est le coptère de contrebandier. Oui, il a été banni en standard, et du coup, j'estime qu'il faudrait en garder quelques-uns, étant donné qu'en commandeur, ça devrait vraiment pouvoir être jouable au tour. C'est un artefact pour 2, en fait, qui peut être 3-3 vol quand il est animé, il a un pilotage 1, et en plus, quand il attaque ou qu'il bloque, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Le fait est que là, vous pouvez recycler votre main. Je pense que c'est toujours quelque chose qui peut être assez intéressant dans pas mal de decks. Et le seul terrain que j'ai à vous proposer ici, c'est la Foire des Inventeurs. Je vous en avais parlé, un terrain légendaire qui vous fait gagner 3 points de vie au début de votre entretien si vous contrôlez 3 artefacts, qui fait du mana incolore, et qui vous permet d'aller tuto en se sacrifiant une carte d'artefact. Voilà. Donc, intéressant, c'est le seul terrain que j'ai à vous proposer. Mais, j'ai une liste de moins bonnes cartes. C'est-à-dire 5 cartes, un cycle, oui c'est le cycle de terrain tout simplement, que je n'ai pas mis dans la liste parce que je les trouve moins bons que ce que j'ai pu proposer là, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le cycle des terrains spéciaux de Kaladesh en fait, c'est tout simplement des terrains qui arrivent sur le champ de bataille engagés, à moins que vous ne contrôliez que 2 autres terrains ou moins. C'est-à-dire si jamais vous en contrôlez 3 autres, que c'est le 4e terrain que vous voulez mettre, il arrivera automatiquement engagé. En plus, alors là c'est les couleurs ennemies, c'est-à-dire on a un noir-vert, un bleu-vert, un blanc-noir, un blanc-rouge et un bleu-rouge. Vraiment, ce qui m'embête un petit peu, c'est que ces terrains-là vont avoir tendance à arriver sur le champ de bataille engagés très souvent. À moins que vous les ayez en main de départ, que du coup vous les posiez au tour 1, tour 2 ou tour 3. Malheureusement, ça va quand même être très difficile de les faire arriver sur le champ de bataille dégagés. Et c'est bien dommage, parce que déjà, ils n'ont pas les sous-types de terrain, donc du coup, ils peuvent pas être allés chercher... Pardon, on peut pas les chercher avec un fetchland. Mais derrière, voilà, donc je suis un peu pas trop fan. Disons que, à la limite, si on les compare avec les terrains qui arrivent sur le champ de bataille engagés tout court et qui font deux couleurs de mana, c'est sûr qu'ils sont plus intéressants. Voilà. Mais je trouve que c'est un peu dommage de juste, pour cette éventualité de pouvoir arriver dégagé, d'investir de l'argent là-dedans, parce que malheureusement ils coûteront quand même 1 ou 2 euros au grand maximum, et je trouve ça un petit peu dommage du coup d'en acheter quelques-uns juste pour ça. Après à vous de voir, si jamais vous voulez faire l'essai, allez-y. Alors parlons de la révolte éthérique. J'ai un peu moins de cartes dans cette édition là, déjà elle était un peu plus petite mais un peu moins intéressante aussi. C'est une édition qui est sortie en janvier 2017. En blanc, nous avons quelques cartes. Nous avons le Gardien Felidar, oui, qui a été banni du standard aussi. Oui, je prends toutes les cartes bannies, moi, et je les mets en commandeur. Voilà, donc, objet à combo, étant donné que vous pouvez blinker quand il arrive sur le champ de bataille un autre permanent. Donc, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de pas mal avec. Donc, voilà, bon, écoutez, moi, je le mets dans la liste. On a Sram, dont je vous avais parlé dans le deck Aura de Kestia, qui vous fait piocher chaque fois que vous lancez un sort d'aura d'équipement ou de véhicule. Donc, vraiment, dans ce type de deck-là, il a sa place. Comme on a SRAM, on a l'expertise de SRAM, un rituel pour 4 qui va vous permettre de faire des jetons de Ceravo et en plus de lancer un sort qui coûte 3 au moins depuis votre main gratuitement, donc vraiment intéressant. En bleu, j'ai mis Baral, oui, Baral qui a été banni en 1v1 sur MTGO, qui a été banni du Brawl également, oui tout à fait, c'est une créature légendaire, qui va diminuer le coût de vos éphémères et de vos rituels, et en plus qui, à chaque fois que vous contrecarrez un sort,
que ce soit avec une capacité ou l'un de vos sorts également. Vous piochez une carte et vous vous défaussez d'une carte, donc intéressant, voilà, tout un deck contrôle autour, jeu sur les éphémères rituels, donc c'est pas mal. Étant donné qu'on a les barrales, on a l'expertise de barrale aussi, qui renvoie 3 artefacts et créatures dans les mains, enfin, et ou créatures dans les mains de leur propriétaire. Et en plus, vous pouvez lancer un sort qui coûte 4 ou moins, voilà. Alors lui, c'est peut-être le top du top dans la liste des cartes bleues que j'ai à vous proposer, c'est le refus. C'est l'un des meilleurs contre-sorts qui ait jamais été créé. C'est tout simplement un contre-sort pour 3 dans 2 bleus, qui contrecarre le sort ou la capacité activée ou déclenchée, ciblée. Donc voilà, vraiment très intéressant parce que ça contrecarre également les capacités. Pour 3 manas, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Le héros de l'angoisse, qui lui en fait fait défausser vos adversaires à chacune de vos étapes de fin. Et en plus derrière vous pouvez sacrifier des artefacts pour mettre des malus, -2, donc c'est assez intéressant. On a également Yaeni, eh oui, créature légendaire encore une fois, donc il y a la célérité qui va gagner un marqueur +1/+1 à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, plus vous pouvez sacrifier l'une de vos créatures pour qu'il la cale indestructible jusqu'à la fin du tour, donc il se protège vraiment bien dans un deck sacrifice, il y a moyen que ça soit assez énorme. Et comme on a Yaeni, on a évidemment l'expertise de Yaeni qui coûte 4, toutes les créatures gagnent -3/-3 jusqu'à la fin du tour, et en plus vous pouvez lancer une carte qui coûte 3 ou moins depuis votre main gratuitement. En vert, on avait eu beaucoup de bonnes cartes dans cette édition, mais là j'en ai 4 pour vous qui sortent vraiment du lot. Tout d'abord, la seule carte avec les marqueurs énergie que j'ai pris dans ces 2 éditions, c'est le lézard des vents éthériques qui coûte 7, dont 3 verts, c'est une 7/7 piétinement. Et en fait, quand il produit de l'énergie en fait, à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque. Et derrière, vous pouvez payer 1 d'énergie pour lui donner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc vraiment l'intérêt c'est qu'il se booste tout seul, qu'il crée son énergie tout seul et qu'il s'en sert tout seul. Voilà. Intervention héroïque, peut-être l'une des meilleures protections qui existent dans le jeu, surtout en vert. Donc un éphémère qui pour 2 rend vos permanents indestructibles et leur donne la défense talismanique. Donc pour l'avoir joué dans pas mal de decks, c'est vraiment très intéressant. Ensuite on a Rishkar, renégat de Pima, la fameuse créature légendaire du vert, qui va mettre, quand elle arrive sur le champ de bataille, un marqueur sur 2 créatures que vous choisissez. Et derrière, chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur sur elle peut créer du mana vert tout simplement en s'engageant. Et je précise, c'est n'importe quel type de marqueur, donc il y a vraiment moyen, ça peut être un marqueur sushi, un marqueur charge, un marqueur +1/+1, -1/-1, plus X, -X, pourquoi pas, ça n'existe pas mais voilà. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose autour de cette carte-ci. Et évidemment, comme on a Rishkar, on a l'expertise de Rishkar, un rituel qui coûte 6 et qui est absolument énorme en fait, parce qu'il vous fait piocher un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez, et derrière vous permet de lancer un sort gratuitement s'il coûte 5 ou moins. Donc c'est vraiment très intéressant, pour l'avoir joué dans des decks où on a tendance à beaucoup ramper, jouer des grosses créatures, ça fait vraiment le taf parce que derrière on se retrouve avec « Ah mince !» J'ai plus beaucoup de cartes en main parce que bon évidemment j'ai beaucoup joué etc. Et là, boum, expertise de Rishkar, ça tombe bien, j'ai une 8/8, du coup je vais piocher 8 et je vais pouvoir jouer l'un de mes sorts que j'ai pioché directement sans payer son coup de mana. Dans les cartes multicolores, j'en ai très peu aussi, j'ai le serment d'Adjani qui coûte un vert et un blanc, et en fait qui va mettre des marqueurs sur toutes les créatures que vous contrôlez quand il arrive, et réduire le coût de vos Planeswalkers de 1, voilà, donc c'est assez intéressant. J'ai mis Tezzeret le conspirateur, pardon, Tezzeret, pas Tezzeret, lui qui en fait pour son +1 fait une pile qui va se sacrifier pour faire n'importe quel mana. De l'autre côté on a un -2 qui est vraiment sympathique avec plus X, moins X, X étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez, donc du coup c'est assez intéressant dans un deck qui joue beaucoup d'artefacts. Et un -7 qui fait que au début de chacun de vos combats vous allez pouvoir transformer un artefact en 5/5, donc assez intéressant. Et une autre carte qui a été pas mal jouée en standard, c'est le boa sinueux, oui, qui coûte un noir et un vert en fait, et qui va augmenter de 1 les marqueurs qui pourraient être placés sur vos créatures et vos artefacts, et également sur vous si jamais vous devez en gagner. Voilà. Donc assez intéressant parce que bon, on a quand même les marqueurs expérience qui sont valables en commandeur avec les commandants du commandeur 2015. On a aussi mine de rien dans ces couleurs là Atraxa qui fonctionne aussi autour des marqueurs, donc je pense que vous irez jeter un petit coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, quand même pas mal de choses qui peuvent fonctionner autour, les marqueurs +1/+1 ça fonctionne bien aussi dans ce format. En artefact on en a quelques-uns, on a le véhicule légendaire, le cœur de Kiran,
lui qui peut en fait se piloter à la fois donc avec 3 de force de la part d'une créature, mais surtout aussi en retirant un marqueur loyauté d'un Planeswalker que vous contrôlez. Donc c'est tout l'intérêt, c'est que, étant donné qu'on a des commandants Planeswalker maintenant, enfin on en avait déjà avant, mais maintenant on en a encore plus, il y a vraiment moyen du coup que ça s'intègre assez bien en ayant ce type de commandant qui peut à la fois piloter votre véhicule. Ensuite, j'ai le bestiaire du façonneur de vie, qui coûte 3, donc en fait il vous permet au début de votre entretien de faire un regard 1, et à chaque fois que vous lancez un sort de créature, vous pouvez payer 1 vert pour piocher une carte. C'est vraiment intéressant parce qu'en fait on est sur un contrôle dessus de la bibliothèque, et en plus de la pioche disponible juste pour 1 vert, donc on est quand même en vert, hein, c'est toujours une carte qui a une identité colorée verte, et bien justement c'est quand même quelque chose d'assez rare, mine de rien, de piocher chaque fois que vous lancez un sort de créature, donc si vous êtes axé sur un deck qui joue beaucoup de créatures, je vous avoue que ça fait vraiment bien le boulot pour l'avoir testé. Non bon. Si vous aimez le tribal, j'ai pour vous la mimique métallique. Une créature change forme en fait qui va choisir un type quand il arrive sur le champ de bataille. Et en plus derrière, vous faites que chaque autre créature du type choisi arrive avec un marqueur +1/+1 sur le champ de bataille. Donc vraiment intéressant ce petit boost. Si jamais vous aimez le tribal, du coup, je vous conseille d'en mettre quelques-uns de côté. Les 2 prochaines cartes, c'est des cartes à combo, je tiens à vous annoncer tout de suite. On a tout simplement la carte que pas beaucoup de gens aiment, la machine paradoxale, j'en ai déjà parlé, elle coûte 5, c'est un artefact légendaire qui fait qu'à chaque fois que vous lancez un sort, vous dégagez tous les permanents de mon terrain que vous contrôlez. Très intéressant, voilà, vous engagez des elfes pour faire du mana, boum. Vous lancez un sort, vous dégagez vos elfes, vous pouvez refaire du mana, etc. etc., etc., etc. Donc, pour l'avoir essayé, j'ai un deck actuellement qui la joue, et quand elle est là, écoutez, c'est le bordel, tout simplement, donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Et l'autre, alors ça c'est assez étonnant, je vous précise pour la petite histoire, c'est que c'est une carte qui est jouée en moderne actuellement, il y a un deck qui a été construit autour, mais elle ne coûte rien, elle coûte 5 centimes actuellement de ce que j'ai vu sur Magic Card Market, donc c'est tout simplement parce qu'en fait ça a été une carte qui a été la buy box de la révolte éthérique. C'est le charieur de ferraille qui en fait, à chaque fois que lui ou un autre artefact que vous contrôlez est mis au cimetière depuis le champ de bataille, vous renvoyez dans votre main une carte d'artefact avec un coût converti de mana inférieur ciblé depuis le cimetière. Donc du coup, toutes les combos, vous imaginez, c'est bien du sacrifice d'artefact qui vous permet de récupérer d'autres artefacts, etc., 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 etc. Donc tout l'intérêt est là, et justement, il faut en profiter tant que cette carte reste accessible. Étant donné qu'elle était en buy box, du coup, elle a été pas mal éditée, et du coup, pas mal de gens doivent l'avoir de côté. Et le seul terrain que j'aurais à vous conseiller pour cette édition, c'est la Tour de l'Industrie. J'en ai déjà parlé dans le deck Saeli, mais je l'aime bien. Qui fait du mana incolore, ou qui vous fait payer 1 point de vie pour faire un mana de n'importe quelle couleur, si vous contrôlez un artefact. J'ai pour vous 2 mauvaises idées de cartes à ne surtout pas acheter pour moi. C'est tout simplement... Alors, c'est des cartes qui ont été jouées en standard, même beaucoup jouées en standard. Ça a été des spoilers absolus. Mais malheureusement, ils sont également joués dans d'autres formats. Ça va même jusqu'en Legacy, en Vintage, pour vous dire. Et malheureusement, ces cartes-là sont peut-être un peu moins intéressantes aussi en Commander. Tout d'abord, on a la poussée fatale. Oui. Pour un noir, le fameux éphémère qui détruit une créature avec un coût converti de mana de 2 ou moins. Sauf si vous avez la révolte, qui est un de vos permanents qui a quitté le champ de bataille ce tour-ci, c'est 4 ou moins. Le problème, déjà, bon, ça coûte quand même toujours assez cher. Et de l'autre côté, en plus, le gros souci, c'est les conditions. C'est-à-dire qu'actuellement, on est quand même en train de parler de quelque chose qui détruit uniquement une créature. Si son coût converti de mana est de 2, et si jamais vous avez réussi à avoir un de vos permanents qui quitte le champ de bataille ce tour-ci, vous pouvez faire 4 ou moins, donc à la place au niveau du coût converti de la carte. Le souci, il est là, c'est assez énorme parce que malheureusement, on est en commandeur. On n'est pas en train de jouer sur de l'aggro ou des créatures qui vont avoir un faible coût de mana et qui sont efficaces comme en standard. C'est malheureusement le cas de beaucoup de decks standards où on est quand même sur de l'agressivité assez brute ou alors des combos, voilà. Mais du coup, on a quand même moyen de contrôler un minimum ça. Là, en commandeur, on peut se permettre de jouer des créatures un petit peu plus imposantes et mine de rien qui dépassent très souvent les 4 mana dans leur coût converti. Donc, je trouve que c'est beaucoup trop conditionnel pour pouvoir être joué en fait. Surtout qu'on a quand même des anti-bêtes à 1, voilà, aussi, qui sont jouables et qui sont tout simplement des exils, voilà, ou pour 2, pareil. On a quand même des cartes, notamment dans la prochaine édition, les guildes de Ravnica, si vous avez déjà vu les spoilers, ça va être une hécatombe. Mais on en reparlera à ce moment-là, évidemment. Mais là, je pense que la poussée fatale, elle est un petit peu out.
Et la deuxième carte, très mauvaise idée, c'est la baliste ambulante, qui coûte XX. Je sais que j'en avais parlé dans le deck Saeli, comme quoi il y avait peut-être moyen de la jouer dans le deck, mais je pense que c'est une très mauvaise idée vu son prix, parce qu'elle est jouée en Legacy, elle est jouée en Vintage, pardon pas en Vintage, elle est jouée en Legacy et elle est jouée en Moderne, et je pense que ça va continuer parce que c'est une très bonne carte, voilà, elle arrive avec des marqueurs plus 1 plus 1 qu'elle peut retirer pour infliger des blessures à n'importe quelle cible, donc c'est vraiment intéressant. Mais du coup, en commandeur, ça va peut-être être beaucoup moins intéressant, à moins que vous puissiez générer beaucoup de mana, que ce soit vraiment le but de votre deck. Bon, du coup, Saeli, c'était encore un deck dans lequel c'était assez probable. Donc, écoutez, là, je ne peux que vous déconseiller cette carte-là. On va passer à Amonkhet. Alors là, ça va être assez long, parce que j'ai beaucoup de cartes. Je vais passer très rapidement dessus, je vous invite vraiment à lire les cartes directement sur la vidéo. Donc, c'est une édition qui est sortie en avril 2017. La procession consécratrice, c'est un enchantement qui va dédoubler le nombre de tokens que vous créez à chaque fois que vous en créez, donc très bien. La seule commune que j'ai recommandée, c'est la prêtresse consécratrice. Oui, consécratrice, vous avez compris, les deux sont pareils. Tout simplement qui vous fait gagner 1 point de vie chaque fois que vous avez un jeton de créature qui arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle. Et en plus, elle a l'embaumement, donc elle peut revenir aussi depuis le cimetière en tant que jeton. C'est tout l'intérêt en fait, c'est qu'on est vraiment sur, si vous jouez jeton, il y a moyen de jouer de la prêtresse consécratrice, elle a une endurance conséquente, etc. Alors une carte qui avait déjà été éditée, qui a été rééditée dans Amonkhet, c'est le Cérébro-Censeur Avemain, qui va bloquer un petit peu vos adversaires s'ils cherchent beaucoup dans leur bibliothèque. Il a le flash en plus, donc c'est assez intéressant. On va évidemment parler des dieux dans Amonkhet. Oketra la loyale, voilà, j'ai pas pu m'en empêcher, puisque bon, c'est quand même une créature avec la double initiative, elle est indestructible, bien sûr, et surtout, elle ne peut pas attaquer ni bloquer, à moins que vous ne contrôliez trois autres créatures, mais c'est largement faisable, surtout qu'elle crée elle-même des jetons, donc vraiment tout l'intérêt il est là. Et une petite dédicace à ceux qui veulent faire un deck chat, c'est le Caracal Royal, qui booste vos chats en leur donnant le lien de vie et un petit boost plus 1 plus 1, tout simplement. Et il crée en plus 2 jetons chats, donc c'est assez intéressant. Alors en bleu, j'ai quand même pas mal de cartes en bleu, hein. Je vous rappelle que vous avez un commandant bleu aux commandes. Le conforme à la prédiction, donc un enchantement qui va en fait vous permettre à chaque tour de jouer un sort gratuitement équivalent au nombre de marqueurs temps sur lui. Donc évidemment il arrive avec 0 marqueur temps et en fait au début de chacun de vos entretiens vous allez en mettre un en plus. Tout l'intérêt c'est justement que vous pouvez aussi jouer des sorts gratuitement durant le tour de vos adversaires. Donc là vraiment très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pu faire quelques tests avec et ça vaut vraiment le coup. Bon le dieu bleu on en parle aussi, hein, Kefnet le clairvoyant. Vol indestructible 5-5 pour 3, c'est quand même intéressant, mais il faut avoir cette carte en main pour qu'il puisse attaquer ou bloquer, mais vous avez un bon sort de pioche dessus, qui vous permet en plus de renvoyer les terrains en main, si jamais vous avez des effets sur vos terrains, ça peut être intéressant. Alors une Unco qui payait pas de mine du tout, c'est l'accès aux merveilles, moi je l'ai gardé pour le commandeur, qui coûte X et 2 bleus, c'est un rituel en fait qui va rendre imbloquable X créatures ciblées, et leur donner en plus, à chaque fois qu'elles infligent des blessures ce tour-ci, à un joueur, vous piochez une carte, donc c'est vraiment intéressant. Un autre sort de pioche, c'est l'extraction du lendemain, un éphémère pour X et 2 bleus, qui vous fait piocher X cartes, puis défausser une carte. Alors je trouve que vraiment, le fait de défausser, qui est plus ou moins une compensation du fait que ce soit un éphémère, c'est totalement valide, hein. Moi je prends cette carte quand vous voulez. Et le dernier, c'est un petit clone, j'ai pensé à vous, c'est le vizir aux nombreux visages, tout simplement qui est un clone pour 4, et qui peut en fait s'embaumer pour être à nouveau un jeton clone en fait, d'une autre créature, donc intéressant. En noir, je n'ai pas beaucoup de cartes, mais elles tournent autour de 2 thématiques chères au noir. Bontu la glorifiée, évidemment, le dieu noir, enfin plutôt la déesse noire, pardon, excusez-moi, qui en fait ne peut pas attaquer à moins que vous ayez perdu une créature ce tour-ci, qu'elle soit morte. Donc, et évidemment, vous avez un petit moyen de sacrifice dessus. Du coup, sur les decks qui jouent sous le sacrifice, je pense que Bontu peut vraiment être joué, puisque bon, vous allez forcément sacrifier des créatures à un moment ou à un autre, si c'est votre mécanique de jeu principale, sachant que elle aide justement à sacrifier, et en plus, elle en a besoin. Donc voilà, assez intéressant là-dessus. Et l'autre mécanique, ce sont les zombies, parce que c'est une tribu qu'on aime beaucoup dans Commander, qui a eu du mal à avoir ses commandants. Bon, là, on en a un nouveau qui est sorti, du coup, en tricolore. Mais là, j'ai du coup Liliana, Majesté de la Mort, qui fait en 1 en plus 1 un jeton de 2-2 noir zombie en vous meulant en plus de 2 cartes. 1-3 qui renvoie une carte de créature ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Et en plus, c'est un zombie en bonus. Voilà, même si c'était pas un zombie, maintenant ça en est un, voilà.
Et un -7 qui détruit toutes les créatures non zombies, donc voilà, un petit board wipe anti-zombie, c'est assez intéressant. Et l'autre, bah, c'est la maîtrise de Liliana, un enchantement qui donne +1/+1 à tous vos zombies, et qui crée en plus 2 jetons de zombies quand elle arrive sur le champ de bataille, donc c'est assez intéressant. Alors les cartes rouges, j'en ai quelques-unes aussi, j'ai le mentor exigeant, parce qu'on aime les punitions, puisque chaque fois qu'un adversaire va activer une capacité d'artefact, de créature ou de terrain sur le champ de bataille, c'est pas une capacité de mana, boum, 2 blessures. Donc ça c'est vraiment le deck punition, il y a des decks qui existent comme ça, généralement les adversaires n'aiment pas beaucoup, mais bon voilà, comme ça vous êtes prévenus, mais ça existe donc. J'ai mis également le dieu rouge, Azoret la Fervente, qui certainement va avoir beaucoup moins de play que dans le standard, étant donné que la condition à remplir pour qu'elle puisse attaquer est assez difficile à remplir en commandeur, c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir très souvent. On essaie plutôt de piocher, puisque là elle exige qu'on ait une carte ou moins en main. Après elle vous permet de vous défausser pour infliger des blessures, mais il y a moyen aussi peut-être de jouer autour de la folie, notamment pour qu'elle puisse en faire quelque chose. Et le dernier sort, c'est l'un de mes préférés, c'est certainement le premier de l'édition qui est rentré dans certains de mes decks quand l'édition est sortie, c'est les soleils accablants. Oui, un rituel qui coûte 3 et qui inflige 3 à chaque créature, mais en plus il a un recyclage 3. En fait ça me faisait beaucoup penser à la colère des dieux, qui est pareil, un rituel pour 3, qui inflige 3 à toutes les créatures, mais si jamais il y en a une qui meurt, elle est exilée à la place de partir au cimetière. Et là l'intérêt c'est qu'en fait vous avez une flexibilité toujours avec ce recyclage, qui est une capacité que j'ai pas beaucoup mis en avant dans ma liste, mais celle-ci est vraiment intéressante. En vert, on avait des très bonnes cartes dans l'édition, donc on va retourner dessus. On avait tout simplement la saison des récoltes, une carte que je n'ai pas vu beaucoup jouer pour le moment, un rituel pour 3 en fait qui vous permet d'aller chercher dans votre bibliothèque jusqu'à X cartes de terrain de base, X étant le nombre de créatures engagées que vous contrôlez, et vous les mettez toutes sur le champ de bataille engagé. En fait, à partir du moment où vous avez 2 créatures qui sont engagées, c'est bon, vous êtes déjà au-dessus de cultivation, et vous êtes déjà au-dessus de la portée du Kodama. Parce que c'est des sorts qui coûtent aussi 3 en rituel, et qui vont chercher aussi 2 terrains, mais un sur le champ de bataille et un dans votre main. Donc là, c'est tout bénef. Je trouve que c'est une carte qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse si vous jouez pas mal de créatures, surtout à bas coût de mana, et tout simplement, ne serait-ce que la jouer avec des elfes, ça semble assez débile, mais c'est tout à fait faisable. C'est-à-dire, vous payez 3 avec vos elfes, vous avez 3 créatures engagées, qui ont payé le coût de la saison des récoltes, et du coup vous allez chercher 3 terrains qui arrivent sur le champ de bataille engagés. Niveau rampe, je trouve qu'on est pas mal quand même. Ensuite, on a le Serpopard rôdeur, d'ailleurs j'adore son nom, puisque c'est un chat-serpent, qui va en fait, et qui ne peut pas être contrecarré, qui va en plus protéger vos créatures, parce qu'elles ne peuvent pas être contrecarrées non plus. Donc vraiment, ce petit Serpopard ne paye pas de mine, mais voilà, il protège vos sorts de créatures si vous voulez jouer des decks mono verts, peut-être ultra aggro, voilà, donc c'est assez intéressant. Une autre bonne créature, c'est Ronas, l'indomptable. Et oui, le dieu, et oui, il fallait bien qu'on en parle, qui a le contact mortel et l'indestructible lui aussi. Et il peut pas attaquer ou bloquer à moins que vous ayez une créature qui a une force supérieure ou égale à 4, en dehors de lui. Et en plus, le gros intérêt, c'est que lui tout seul, il donne un boost en fait à une autre créature. Pour 3, il donne +2/+0 et piétinement à une créature. Donc c'est vraiment intéressant. Écoutez, voilà, moi, de ce que j'ai pu tester, c'est quand même une créature qui vaut le détour. Et la dernière créature que j'ai mise dans la liste, mais plutôt de la créature verte, c'est le vizir de la ménagerie, qui coûte 4, et en fait qui vous permet de regarder la carte dessus de votre bibliothèque et de la jouer. Et vous pouvez en plus lancer vos sorts de créatures avec n'importe quelle couleur de mana. Donc c'est vraiment intéressant. Alors j'ai beaucoup de cartes multicolores, là je vais passer sur la description un petit peu de tout cela. Mais je vais vous remettre un petit peu en contexte les différentes cartes. Alors déjà, les commandants, j'en ai 3 pour vous dans l'édition qui m'ont semblé intéressants. Apatra, qui fonctionne sur les marqueurs -1/-1. Alors il ne faut pas uniquement se formaliser autour de l'édition Amonkhet pour ça. Il y a des cartes dans d'autres éditions qui existent et qui fonctionnent aussi autour des marqueurs -1/-1. Notamment toutes les éditions autour de Lorwyn et Sombreland. Il y avait des marqueurs -1/-1 avec la persistance notamment. Voilà. Il y a Samut, voix de la sédition, un bon général aggro dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo d'introduction au commandeur, donc en blanc, rouge, vert. Très bien, avec beaucoup de mots-clés, hein, double initiative, vigilance, célérité, flash, qui donne la célérité aux autres créatures, c'est vraiment la totale. Et ensuite, il y a Temet, vizir de Nactamon, qui est tout simplement un général autour des jetons en blanc-bleu, c'est assez intéressant. Et du coup, voilà, qui les rend imbloquables +1/+1, c'est assez intéressant. Les autres cartes multicolores. Le guide vent Avemain, aussi autour des jetons, qui donne le vol et la vigilance.
On a l'Orish Kenra qui lui donne le piétinement à toutes les autres créatures que vous contrôlez. On a aussi le Don du Luxa, c'est un enchantement que j'aime beaucoup qui vous fait soit piocher, soit créer 3 mana, un incolore, un vert, un bleu. Donc très bien pour pouvoir ramper plus vite, surtout en vert bleu. On a aussi en vert bleu Nissa, intendante des éléments, qui fait du regard, qui va vous permettre de jouer des sorts gratuitement si possible. Et derrière qui en plus fait de l'aggro avec ses terrains. Donc assez intéressant aussi. Et un petit bonus zombie pour parler des zombies qui ont également du blanc dedans. Dans leur coup de mana, c'est le servant rétif blanc-noir qui pompe en fait des points de vie à vos adversaires à chaque fois que vous jouez un zombie. Alors j'ai parlé des cartes multicolores, mais je vais aussi vous parler des cartes avec la répercussion. Ces cartes qui d'un côté se jouent depuis votre main et l'autre côté se jouent depuis votre cimetière. Et justement, la répercussion, on a quand même quelques cartes qui étaient intéressantes dans cette édition. On a le du crépuscule à l'aube, pardon, je vais faire les noms. Donc à la fois un board wipe d'un côté et de l'autre côté un moyen de récursion. On a gravé dans la mémoire, d'un côté un contre-sort qui en plus met en deuxième position dessus de la bibliothèque, et de l'autre côté tout simplement une roue de la fortune, c'est-à-dire qui va, enfin pas une roue de la fortune, mais une aubaine plutôt je devrais dire, qui vous permet de remélanger la bibliothèque, la main, le cimetière pour repiocher cette carte, donc intéressant. Alors on a aussi Impossible Retour, tout simplement un sort qui va nous intéresser surtout pour la partie impossible qui détruit une créature ou un Planeswalker ciblé. De l'autre côté c'est plutôt intéressant si jamais vous avez beaucoup de jeux en face qui jouent sur le cimetière. On a aussi le couteau dans la plaie, tout simplement la première partie qui est pas mal, qui double les blessures que les sources que vous contrôlez devraient infliger ce tour-ci. Bon l'autre partie est assez banale. Pareil, le couper en morceaux, le couper un petit, voilà, 4 de blessure à une créature ciblée, c'est pas terrible, mais ce qui nous intéresse c'est le morceau qui inflige X, pas qui n'inflige, mais justement qui fait perdre X points de vie à chaque adversaire, c'est assez intéressant. Allez, on passe rapidement sur les artefacts. Je n'ai gardé que 2 monuments parmi ceux qui existaient pour chacun des dieux. Pour moi, les 2 principaux, c'est-à-dire le monument d'Oketra, qui réduit le coût de vos sorts de créatures blancs, et qui en plus fait des jetons de guerrier quand vous lancez des sorts de créatures. Le monument de Ronas, pareil avec les créatures vertes, mais en plus derrière, quand vous lancez un sort de créature, il fait gagner +2/+2 et le piétinement à une créature que vous contrôlez. Donc vraiment intéressant ces deux-là. Et le dernier, c'est un autre artefact légendaire que j'aime beaucoup aussi, le trône du dieu pharaon qui coûte 2, c'est vraiment pas cher du tout en plus, et au début de votre étape de fin, chaque adversaire perd un nombre de points de vie équivalent au nombre de créatures engagées que vous contrôlez. Donc encore une fois, cette mécanique autour des créatures engagées, si vous jouez beaucoup sur l'aggro, en fait, si vous êtes très agressif, que vous avez moyen de protéger vos créatures attaquantes, ça peut être dévastateur en fait, pour l'avoir essayé dans pas mal de decks, ça fait vraiment très très mal. Et ensuite en terrain, j'ai pas mal de terrains à vous proposer, tout simplement d'abord les recycle land, les cycle land, je sais plus comment on les appelle exactement, ça va encore être un nom anglais évidemment, mais tout simplement en fait les biland, oui parce qu'ils ont les 2 types de terrains, donc là par exemple marais et montagne, île et marais, plaine et île, forêt et plaine, montagne et forêt. Donc voilà, ça c'est les 5 terrains qui existent, et ils arrivent sur le champ de bataille engagé obligatoirement, mais ils ont en plus un coût de recyclage, c'est-à-dire que avoir un terrain qui arrive sur le champ de bataille engagé en début de partie, c'est pas tellement un problème, à moins que vous soyez très aggro, mais alors c'est pas vraiment le genre de terrain que vous allez jouer. Et derrière, en fin de partie, vous pouvez du coup les recycler pour piocher à nouveau une carte, c'est vraiment très intéressant. L'avantage également, c'est ce que j'avais dit, c'est que ce sont des bilands, c'est-à-dire que les fetch land qui coûtent de l'argent, hein, ceux qui sont rares, permettent justement d'aller chercher ce type de terrain-là. Voilà. Et l'autre carte que vous connaissez certainement, puisque c'est la première carte dont vous avez un visuel sur la vidéo généralement, ce sont les cataractes iridescentes, un terrain indestructible qui fait du mana incolore, ou alors pour 5 et en l'engageant, vous faites une combinaison de 5 mana de votre choix, donc n'importe quelle couleur, vous avez le droit de choisir comme vous le souhaitez, donc très bien à partir du moment où vous jouez certainement à partir de 3 couleurs ou plus. Allez, on passe à l'âge de la destruction, j'ai beaucoup moins de contenu pour l'âge de la destruction, qui était un peu moins intéressante comme édition. C'est une édition qui est sortie en juillet 2017, donc certainement celle que vous aurez le moins de mal à trouver actuellement. Alors on commence avec le blanc, le cheval solaire à crête, qui donne en fait à vos autres chevaux l'indestructible, mais surtout qu'en fait qui fait un cheval 5-5 à votre étape de fin si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci. Donc tout l'intérêt si vous jouez un deck gain point de vie, le cheval solaire à crête est vraiment intéressant. Ensuite on a l'âge de la révélation, et oui, donc qui coûte 6, c'est un rituel qui détruit tous les permanents non terrain, mais qui coûte 3 de moins à lancer en fait s'il y a au moins 10 permanents non terrain sur le champ de bataille. Donc c'est le board wipe de l'absolu, étant donné qu'il va détruire tout le board, les enchantements, les artefacts, les créatures, les planeswalkers, tout. Cet intérêt là il est assez énorme, et surtout
avoir 10 permanents non terrain sur le champ de bataille au total entre les différents adversaires, c'est tout à fait faisable et assez rapidement en fait. Donc pour 3 blancs, ça peut vraiment être un très bon board wipe. Ensuite, j'ai une malédiction pour vous, la Splendeur Irrésistible, qui coûte 8 mana, c'est assez cher, mais surtout qui enchante un joueur qui donne à ses créatures, en fait, ces créatures deviennent des 1-1 sans capacité, et en plus, le joueur ne peut pas activer de capacités qui ne sont pas des capacités de mana ou des capacités de loyauté. Donc là, ça va devenir très compliqué pour lui. En bleu, j'ai quand même quelques cartes pour vous, déjà une petite dédicace au joueur de Meule, avec la lucidité effilochée, voilà, qui est aussi une aura de malédiction, qui va faire meuler en fait de X cartes le joueur ciblé au début de chaque étape de fin. X étant le nombre de cartes qui sont parties dans son cimetière ce tour-ci, donc c'est assez intéressant vraiment. On a le dernier mot de Kefnet qui est un rituel qui permet d'acquérir un artefact ou une créature ou un enchantement ciblé définitivement, mais vos terrains ne se dégagent pas à la prochaine étape de dégagement. Mais vu l'intérêt qu'il y a derrière, que ce soit définitif, que c'est un rituel qui vous en donne le contrôle, c'est vraiment intéressant. Une carte très flexible que j'aime beaucoup, c'est l'obstructionniste agile, une carte avec le flash, le vol, mais surtout en fait qui a un coût de recyclage pour 3, et qui fait que quand vous la recyclez, vous contrecarrez en fait une capacité activée ou déclenchée ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc cet intérêt, c'est, voilà, pour 3 en fait vous contrecarrez une capacité, et en plus vous allez pouvoir piocher une nouvelle carte. Donc vraiment intéressant. Ensuite, on a une carte qui a été pas mal jouée dans les jeux standard contrôle, c'est la Volonté Suprême, un éphémère qui coûte 3, qui est aussi flexible, voilà, qui contrecarre un sort à moins que son contrôleur ne paye 3, ou alors qui vous fait garder 4 cartes dessus de votre bibliothèque et en mettre une dans votre main. Vraiment intéressant ce côté flexible, à la fois basé sur la pioche ou le contrecarre. Et enfin, la dernière carte bleue, c'est un enchantement que j'aime beaucoup, c'est l'Intelligence de l'Essaim, qui coûte 7 quand même, c'est assez cher, mais surtout en fait à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère rituel, vous pouvez copier ce sort et choisir de nouvelles cibles pour la copie. Intéressant si jamais vous voulez jouer beaucoup autour de ces rituels et éphémères, donc pourquoi pas. En noir, j'ai très peu de cartes, j'ai Razaket, tout simplement le démon vol piétinement qui vous permet de payer 2 points de vie et de sacrifier une créature pour aller chercher n'importe quelle carte, donc c'est du tuto à volonté tant que vous pouvez faire du sacrifice, donc tout l'intérêt c'est que bon, on est quand même en noir, donc c'est tout à fait faisable. Ensuite, une carte que j'ai beaucoup hésité à mettre dans la liste parce que je ne l'aime pas. Beaucoup de gens ne l'aiment pas non plus parce que c'est un kill un peu violent. C'est le Tourment de Grêle de Feu. Un rituel qui coûte X et 2 noirs et en fait qui vous fait répéter X fois le processus suivant. Chaque adversaire perd 3 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent dans le terrain ou ne se défausse d'une carte. Donc vraiment, ça peut être très mauvais en fait en fin de partie. Enfin, très mauvais pour les adversaires, hein. Mais voilà, en fin de partie, vous avez peu de cartes en main, à moins que vous ayez beaucoup pioché, et encore, vous n'avez pas tellement envie du coup de vous défausser de vos cartes. Les sacrifices de permanent, bah, malheureusement, c'est possible que la personne en question va jouer cette carte-là après que le board a été rasé, donc du coup, c'est un problème aussi. Et du coup, les points de vie ont déjà commencé à baisser normalement. Mais ça peut arriver très vite. Déjà, rien que de le faire à 8, je vous laisse faire les calculs, mais ça peut faire extrêmement mal. En rouge, j'ai pas beaucoup de cartes non plus à vous proposer. J'ai l'Âge de la Destruction, un rituel qui va faire perdre l'indestructible à toutes les créatures jusqu'à la fin du tour, donc c'est assez énorme. Et en plus qui inflige 5 blessures à chaque créature et à chaque Planeswalker non bolas. Donc vraiment très bien pour se débarrasser à la fois des créatures et des Planeswalkers. Non bolas, bien sûr. Ensuite j'ai Neheb l'Éternel, une créature légendaire qui peut vraiment valoir le coup de faire un petit deck autour. Tout simplement parce que il a l'affliction 3, donc chaque fois qu'il est bloqué il fait perdre 3 points de vie, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est sa deuxième capacité, puisqu'au début de votre deuxième phase principale, après le combat, vous ajoutez un mana rouge à votre réserve pour chaque 1 point de vie que vos adversaires ont perdu ce tour-ci. Perdu, donc c'est-à-dire ça peut être juste la perte de points de vie, ou alors des blessures de combat qui ont été infligées. En vert, on avait des cartes intéressantes, on a l'escavatrice de Ramunap, qui est tout simplement le creuset des mondes sur pattes, vous pouvez jouer des cartes de terrain depuis votre cimetière, voilà. On a également la libération de la ménagerie qui coûte X et 2 verts, qui vous permet en fait d'aller chercher X cartes de créatures avec des noms différents depuis votre bibliothèque, qui coûtent X ou moins, et de les mettre dans votre main. Voilà. C'est assez intéressant, après ça permet d'aller chercher des petites bêtes éventuellement. Il y a d'autres cartes évidemment en commandeur qui sont beaucoup plus intéressantes, mais celles-ci peuvent valoir le coup d'œil. Alors, comme on parle de l'âge de la destruction, j'étais obligé de parler des dieux. On a le dieu sauterelle qui lui fait des sauterelles, en fait tout simplement, des insectes 1-1 vol célérité à chaque fois que vous piochez une carte. Il a de la pioche sur lui, plus après de la récursion, si jamais il meurt, il revient dans votre main à la fin du tour.
L'intérêt ici, c'est que c'est un deck, je l'ai monté, hein, j'ai monté le deck Dieu Sauterelle, puisque j'adore le bleu-rouge, voilà. Et c'est une catastrophe parce qu'il y a énormément de combos autour, c'est-à-dire que vous pouvez très vite tourner sur de la combo infinie avec le Dieu Sauterelle et tuer tout le monde d'un coup. Voilà, donc si jamais vous avez envie de le monter tranquillement, allez-y, mais sachez que vous allez quand même être considéré comme un joueur agressif et avec un deck qui a tendance à tourner tout seul aussi, mine de rien. On a également du coup le Dieu Scarabée que je vous conseille, qui a été beaucoup joué en standard aussi. Je sais pas s'il va baisser beaucoup de prix, il faudra jeter un petit coup d'œil quand même, mine de rien. Tout simplement parce que c'est un jeu zombie qui est possible autour, ou alors de la récursion tout simplement avec du contrôle. Puisqu'au début de votre entretien, chaque adversaire perd X points de vie et vous appliquez regard X, X étant le nombre de zombies que vous contrôlez. Vous pouvez en plus faire des zombies en fait en exilant une carte de créature ciblée d'un cimetière en payant 4. Et vous créez une copie en fait zombie 4-4 de cette créature exilée. Donc c'est même également dans les cimetières adverses, vraiment intéressant. Et je n'ai pas mis le Dieu Scorpion, pourquoi? Parce que le Dieu Scorpion, il joue sur des couleurs qui sont bizarres pour sa mécanique avec les marqueurs -1, -1. Donc voilà, vous pouvez essayer d'en avoir un, il était pas cher avant, donc je pense pas qu'il va beaucoup baisser. Peut-être même chuter jusqu'au fond du trou peut-être, mais bon. Bien sûr, comme on parle de dieu, j'ai mis également le dieu Pharaon, le Nicol Bolas, tout simplement, qui lui est un Planeswalker, bien sûr, ce n'est pas un dieu comme les autres, c'est pas une créature, avec 4 capacités donc très intéressantes. La première qui permet de jouer une carte de la bibliothèque de l'adversaire ciblé, c'est vraiment intéressant. Le +1 qui permet d'exiler 2 cartes de la main de chaque adversaire. Le -4 qui inflige 7 blessures à un adversaire ciblé ou à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, c'est bien. Et le -12 qui exile tous les permanents de terrain que vos adversaires contrôlent, c'est juste stupide. Voilà. Et pour ceux qui veulent jouer marqueur -1/-1, je pense à ceux qui voulaient jouer Apatra par exemple, l'araignée des obélisques, quand même une bonne petite unco, qui à la portée c'est une 1/4 pour 3, et en fait qui va faire des marqueurs -1/-1 sur les créatures qu'elle bloque tout simplement. Enfin, pas qu'elle bloque, mais sur lesquelles elle inflige des blessures de combat. Et chaque fois que vous mettez un marqueur -1/-1, en plus vous gagnez un point de vie et chaque adversaire perd un point de vie. Voilà. Un seul artefact dans la liste pour cette édition-là, que je vous conseille vraiment beaucoup, parce qu'en commandeur ça peut vraiment être très très intéressant, c'est le Mirage Miroir, qui coûte 3, et pour 2 vous pouvez en fait le faire devenir une copie d'un artefact, d'une créature, d'un enchantement ou d'un terrain ciblé jusqu'à la fin du tour. Et on va finir par le terrain que je vous conseille dans cette édition. Il y avait beaucoup de déserts, mais là j'en ai gardé un en particulier qui fonctionne tout seul en fait, et qui est assez intéressant. C'est le terrain des charognards, qui fait du mana incolore, ou alors vous pouvez payer 2, l'engager, sacrifier un désert, donc certainement lui, pour exiler toutes les cartes de tous les cimetières. Très intéressant si jamais vous avez des amis qui ont tendance à jouer beaucoup trop avec le cimetière. Voilà. Ouf. Alors on a fait le tour du coup de toutes ces éditions, toutes ces cartes. Il y en a encore d'autres qui mériteraient le coup d'œil, donc je ne peux que vous engager à aller jeter un petit coup d'œil sur ces éditions-là. Notamment sur Magicville, vous avez en plus un tri par édition des cartes, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil par là-bas. Franchement, je pense que ça vaut le coup d'investir maintenant, étant donné que ça va être le moment où ces cartes vont baisser. Ça va être plus difficile d'en obtenir après, alors surtout dans la langue que vous allez vouloir, peut-être le français, peut-être que vous allez en vouloir en anglais. Donc après, on vous serait un petit peu moins exigeant aussi sur la qualité des cartes, c'est-à-dire leur état. Donc voilà, je pense que c'est le meilleur moment actuellement pour investir dans ces cartes-là. Alors je dis pas qu'il faut en acheter une centaine et essayer de les revendre ensuite à prix d'or, mais c'est juste que ça va être le meilleur moment, et malheureusement, contrairement aux États-Unis, et là on a un inconvénient, mais étant donné qu'on est entre particuliers sur Magic Card Market et dans les boutiques en général, puisque bon, les boutiques se calent aussi sur Magic Card Market, les prix ont tendance aussi à remonter très vite, et le commandeur définit quand même pas mal les prix en Europe des cartes aussi, ce qui n'est pas le cas forcément aux États-Unis. Donc du coup, je ne peux que vous engager à faire maintenant quelques petites emplettes, et voilà, à investir un petit peu d'argent si vous le souhaitez, si vous avez déjà des cartes qui vous inspirent pour certains decks. Allez-y, écoutez, je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. D'ici quelques mois, il serait un petit peu tard, voilà. Encore une fois, je tiens à tous vous remercier pour le soutien que vous apportez à la tour de commandement, parce que là, c'est énorme. Je ne m'attendais pas à ce retour-là. Au bout d'un mois d'émission, on se retrouve avec une communauté qui est très importante. Vous nous suivez avec beaucoup de soutien. Je suis très 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 heureux de participer à tout ça. Et j'espère que ça va continuer. Écoutez, on va faire en sorte que ça soit bien, tout simplement. Et donc, du coup, on va continuer les remerciements avec Geoffrey Palmer, qu'on remercie d'avoir fait l'animation de carte dans l'introduction de la vidéo.
Donc vous pouvez le retrouver sur Twitter, @livingcardsmtg, MTG en français. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez également retrouver la tour de commandement sur Twitter, mais aussi via mail, donc sur Twitter, @tourdecom avec 2 M. Les mails, donc du coup, tourdecommandement@gmail.com. Donc là, tout simplement, si jamais vous avez vraiment beaucoup de choses à me dire, que vous avez une information, des idées, etc., n'hésitez pas à en parler, c'est vraiment intéressant. J'ai pris plaisir à vous répondre en tout cas. Et vous pouvez me retrouver moi aussi, Eronim, sur Twitter, @eronimfr. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, hein, je mets toutes les infos à jour régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas aussi. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez surtout pas, c'est très important pour que les vidéos soient mises en avant, n'hésitez pas à liker, à la partager, à la commenter. Plus d'activité sur la vidéo et plus elle a de chances d'être vue par d'autres personnes découvertes à droite et à gauche. Je sais que quand même on communique pas mal dans la communauté française de Magic, mais il y a encore des personnes qui ne sont pas au courant. Donc voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et salut à tous, bye bye!